Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International. Escuchas la radio por la paz internacional. Sie hören Radio für internationalen Frieden. Ascolti la radio per la pace internazionale. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de RFPI, il est 19h au Texas, 2h à Paris, bienvenue. En ce mois de septembre, nous reprenons nos programmes habituels. Nous rejoindrons Mamadou Sambasso qui nous fera un point sur le processus électoral en Guinée-Conakry et nous accueillerons Olga Gilles Belova, maîtresse de conférences et politologue à l'université Bordeaux-Montaigne pour nous apporter des éclairages sur la situation en Biélorussie. You're listening to Radio for Peace International. Nous rejoignons tout de suite Mamadou Sambasso en Guinée-Conakry alors que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle a été clôturé le 8 septembre. Sylvain, la Guinée continue de traverser des moments difficiles. La démocratie est malmenée à travers le pays, surtout depuis l'organisation du double scrutin contesté du 22 mars dernier. Les élections législatives et le référendum qui ouvrent la voie à Alpha Condé de briguer un troisième mandat ont certes eu lieu, mais l'opposition réunie au sein du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, ne baisse pas les bras. Elle exige toujours l'annulation de ces élections et la dissolution de l'Assemblée nationale. La Constitution de mars 2020 fait d'ailleurs l'objet de vives polémiques. Dans une tribune, l'avocat Pépé Antoine Lama a souligné des différences notoires entre le texte promulgué et celui publié dans le journal officiel de la République le 14 avril. À titre d'exemple, il explique que la Constitution actuelle oblige tout candidat à appartenir à un parti politique, alors que dans le texte soumis au référendum, la candidature indépendante était autorisée. Ces révélations ont mis le barreau de Guinée dans une colère noire. Cette organisation dénonce, je cite, une délinquance juridique et exige le retrait du texte incriminé. C'est dans ce climat d'incertitude que le président Alpha Condé a été choisi le 7 août à Conakry par les cadres du RPG pour porter les couleurs du parti à la présidentielle du 18 octobre prochain. Condé a préféré entretenir le flou en posant des questions comme le retour aux valeurs cardinales de sa formation politique. Il dit ne pas être satisfait de la gestion actuelle au sein du Rassemblement du peuple de Guinée qu'il a fondé. De leur côté, les ténors de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté, remettent en cause la fiabilité du fichier électoral qui a été révisé il y a quelques semaines. À ce stade, ni Condé ni ses principaux opposants ne se sont déclarés candidats alors que le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 8 septembre par la Cour constitutionnelle. Néanmoins, des petits partis dont certains sont issus des rangs du FNDC, eux, ne cachent pas leur volonté de participer au vote avec ou sans Alpha Condé. Au même moment, la communauté internationale appelle au dialogue pour sortir de la crise. Cet appel est soutenu par des acteurs locaux de la société civile. Une délégation de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se trouve d'ailleurs à Conakry depuis quelques jours. Elle aura un œil sur le fichier électoral et dira si le document est acceptable. De la médiation, il en est également question avec Lansana Béa Diallo, ancien boxeur guinéo-belge, qui vient lui aussi de rallier Conakry. Il a entamé des consultations avec les acteurs politiques et espère parvenir à une solution négociée. En attendant, des membres du FNDC restent toujours en détention dans les prisons du pays. On peut cependant se féliciter de la libération ce 27 août d'Oumar Silla alias Fonike Mengue. Ce responsable de la mobilisation du front avait été arrêté le 17 avril dernier après une intervention sur la radio Espace. La justice l'accusait jusque-là de violence, menaces, communication, divulgation et mise à la disposition d'autrui de fausses informations de nature à troubler la sécurité publique. Sur un tout autre front, on assiste à une grogne sociale dans quelques régions. À Kankan et Kouroussa, dans le nord du pays, non loin de la frontière malienne,
des jeunes descendent régulièrement dans la rue pour dénoncer le manque d'électricité. Dans cette région fief traditionnelle d'Alpha Condé, les manifestants dénoncent les promesses non tenues du chef de l'État qui avait annoncé la construction d'un barrage hydroélectrique. Les violences de juillet dernier ont fait plusieurs blessés. Le courant n'est disponible que de 18h à 1h du matin. En Zérékoré, dans le sud-est du pays, des femmes réclament la libération de leur mari, arrêté en mars dernier lors d'affrontements pendant le double scrutin. Sur le même sujet, des organisations de cette région basées à Conakry font état de 42 arrestations arbitraires. Pour ce qui est du volet sanitaire, le Covid-19 est encore d'actualité. Le 15 août, Alpha Condé a prolongé pour un mois l'état d'urgence. Le port du masque est obligatoire à Conakry et dans les zones les plus touchées. À cela s'ajoute l'interdiction des regroupements qui entraîne du coup la fermeture des lieux de culte et des divertissements. Ces restrictions qui ont provoqué la hausse du prix du transport ne sont pas du goût de tout le monde. Dans la périphérie de la capitale, l'installation de barrages de contrôle s'est soldée par de violents affrontements entre population et forces de l'ordre. À la date du 27 août, le pays enregistrait 9167 cas de malades. À la date du 27 août, le pays enregistrait 9167 cas de malades et 57 décès. Comme on le voit, il est difficile de prédire ce qui se passera dans les prochains mois en Guinée. De l'avis de certains analystes, 3 scénarios sont possibles. Une élection d'Alpha Condé sans ses opposants, donc un passage en force qui conduirait le pays vers un lendemain incertain, le retrait du président de la vie politique ou une transition à la malienne. Mamadou Sambasso, Conakry, pour RFPI. You're listening to Radio for Peace International. On part en Biélorussie après la réélection du président Alexandre Loukachenko. La contestation ne faiblit pas et les rues de Minsk ne désemplissent pas. Alors comment va évoluer la situation dans le pays? Quelles sont les forces d'opposition? Quel rôle joue l'Europe et la Russie? Pour répondre à ces questions, je reçois Olga Gilles-Belova, maîtresse de conférences et politologue au département d'études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne. Olga Gilles-Belova, bonjour. Bonjour. Alors depuis la réélection du président Loukachenko, qui est en place depuis 1994, la contestation ne faiblit pas. Alors au début des manifestations, il y avait des milliers d'arrestations, on a même eu des soupçons de torture. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que la répression est aussi féroce? Non, il faut dire que c'est surtout les 3 jours qui ont suivi l'élection de 9 août qui ont été marqués par une violence démesurée. Et à la suite de ces 3 jours de violence, il y a eu un certain calme qui est revenu et depuis on assiste plutôt à une autre stratégie, une stratégie d'arrestation ponctuelle, donc des personnes qui représentent la position. Il y a par exemple quelques représentants de conseil de coordination qui a été créé donc, par la suite qui ont été arrêtés. Mais il n'y a plus du tout de violence massive de la part de la police et des forces spéciales biélorusses. Et je pense que le fait de visibilité de ces événements, donc le fait que les médias internationaux sont tenus au courant, a dû aussi jouer un rôle important pour empêcher un petit peu cette stratégie de violence. Et un autre facteur explicatif qui est important à mentionner, c'est que la mobilisation est tellement importante, car tous les dimanches, depuis donc le début du mois d'août, il y a des centaines de milliers de personnes qui se mobilisent dans les rues de la ville et il est impossible d'envisager une répression de masse dans ces conditions-là. Donc en fait on assiste à une répression plus ciblée, chefs d'opposition, médias, autorités religieuses. Oui, tout à fait. Il y a eu les interdictions et les expulsions des journalistes étrangers. Donc il y a effectivement eu le cas que vous avez évoqué donc d'un religieux catholique à qui on a interdit de revenir dans le pays. Mais il s'agit vraiment de cas ciblés. D'ailleurs, Loukachenko lui-même a formulé cette stratégie en expliquant qu'aujourd'hui, le gouvernement biélorusse filtre l'accès au territoire pour effectivement empêcher l'arrivée de personnes qui pourraient diffuser l'information. Vu d'Europe occidentale, on a l'impression quand même qu'ils ciblent particulièrement les journalistes. On a vu le retrait d'accréditation des correspondants de l'AFP, de la BBC, de Radio Liberty et j'en passe. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Déjà, pendant la campagne présidentielle, avant les élections, les journalistes étrangers n'étaient pas véritablement encouragés de venir. Certains ont été expulsés parce que leur façon de couvrir la campagne électorale ne convenait pas à Loukachenko. Et il est vrai que depuis
le jour des élections et puis les violences massives. Donc il y a une stratégie effectivement de limiter au maximum la possibilité de présence des journalistes étrangers qui vont donner forcément une couverture médiatique et qui ne sera pas en faveur de Loukachenko. Même si aujourd'hui, dans le contexte actuel, on se pose la question sur l'efficacité de cette stratégie, car de toute façon, l'information elle peut être diffusée de manière aussi différente, plus large. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias occidentaux sont réduits à utiliser les images qu'ils vont trouver soit sur les chaînes des réseaux sociaux comme Telegram ou comme YouTube, donc soit transmis de manière indirecte, ce qui quand même rend les conditions d'exercice de travail journalistique très compliquées. Alors, est-ce qu'il y a des médias locaux qui résistent encore à l'intérieur du pays ? Déjà, il faut savoir que le paysage médiatique biélorusse a été toujours étroitement contrôlé. Il y a des médias officiels qui font partie de la grande compagnie nationale Trans Radio et télévision. Et il y a eu d'ailleurs le précédent, il y a beaucoup de personnes qui ont démissionné de leur poste à la suite justement des événements après les élections. Et pour l'instant, ils sont remplacés par les équipes de journalistes russes qui tournent les reportages diffusés sur les médias officiels biélorusses. En ce qui concerne les médias non officiels, il s'agit souvent, dans la plupart des cas, soit des chaînes type Belsat, donc c'est une chaîne qui se trouve en Pologne, qui diffuse en langue biélorusse et qui est en partie soutenue par les financements de l'Union européenne. Et il y a certaines chaînes russes indépendantes, comme par exemple Dost, qui couvrent également beaucoup ces événements. Et puis vous avez beaucoup de sites des type YouTube ou différents chaînes liées au Telegram qui diffusent beaucoup d'informations, plus les différents réseaux sociaux. Ouais, les opposants ont créé leur propre chaîne YouTube, mais Internet n'est pas censuré en Biélorussie ? Il y a eu des coupures d'Internet, déjà le jour des élections et dans les jours qui ont suivi, donc ce qui a empêché la diffusion. Mais le problème qui se pose avec les coupures d'Internet à long terme, c'est que ça a aussi un coût économique. Donc j'ai entendu les estimations entre 50 et 60 000 dollars par jour, et l'économie biélorusse est une économie moderne qui a besoin aussi d'Internet, et la coupure Internet n'épargne personne, y compris les acteurs économiques. Donc à un moment donné, Loukachenko a été obligé de renoncer à cette stratégie parce que ça pénalisait aussi l'économie biélorusse. Vous nous avez parlé des manifestations à Minsk. Qu'est-ce qu'il en est dans les autres villes et dans les campagnes ? Comment est-ce qu'il y a une contestation vive, aussi vive qu'à Minsk ? Il faut dire que la particularité des contestations qui ont eu lieu cette année consiste justement dans une diffusion assez large sur l'ensemble du territoire biélorusse. Lors des contestations pendant les échéances électorales précédentes, souvent les manifestations se concentraient dans la capitale qui est la ville de Minsk, et cette année on a assisté à une mobilisation qui s'est poursuivie beaucoup dans d'autres grandes et petites villes biélorusses. Cette mobilisation continue, notamment dans les centres régionaux, comme par exemple la ville de Grodno, la ville de Brest, de Vitebsk, de Gomel, etc. Est-ce que l'opposition s'organise ? Alors je pense en particulier à Svetlana Tikhanovskaya, excusez-moi pour la prononciation, qui était candidate et présente au second tour et qui est actuellement réfugiée en Lituanie, ou Maria Kalesnikava, tête de file du conseil de transition. Est-ce qu'il y a une organisation ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mme Tikhanovskaya ne représente aucune force d'opposition, donc c'était une candidate indépendante. Donc Mme Kolesnikava n'est pas une représentante d'une force d'opposition. Il était le chef de l'équipe électorale de M. Babariko, qui était un des candidats interdits à participer aux élections présidentielles. Mais derrière ces personnes, il n'y a pas véritablement d'une force politique, d'un parti politique. Il y a en ce moment une tentative de créer un nouveau parti par Mme Kolesnikova et M. Babariko, mais il ne s'agit qu'une tentative. Il faut savoir qu'en revanche, il y a des partis politiques d'opposition qu'on pourrait qualifier de traditionnels, qui existent depuis les années 90, comme par exemple Haramada ou le parti civique OBP. Mais ce monde politique d'opposition a été beaucoup marginalisé sous le régime autoritaire du président Loukachenko, et vous avez une multitude d'acteurs, mais pas véritablement d'une force politique structurelle.
Ce qui pose d'ailleurs aussi aujourd'hui le problème dans le sens où les manifestations, la mobilisation est massive et très importante, mais il n'y a pas une force politique particulière qui peut encadrer ces manifestations. Justement, qu'est-ce que demandent ces manifestants? Pour l'instant, la mobilisation a été motivée surtout par la contestation des résultats des élections. Donc, et la demande consiste à demander l'organisation des nouvelles élections libres et sous le contrôle qui permettront d'élire un nouveau président. Donc derrière ces demandes, il y a également l'idée de pousser Alexandre Loukachenko vers le départ, car la plupart des personnes qui se mobilisent sont convaincues que ce n'est pas lui qui a obtenu 80% à ces dernières élections et que le résultat a été falsifié et truqué. Donc au-delà, si vous voulez, de ces déclarations qui visent surtout l'organisation de nouvelles élections, il y a bien entendu la demande beaucoup plus large des changements, des réformes, et en particulier des réformes politiques qui iront dans le sens de libéralisation politique et surtout de la création d'un État de droit et d'un État démocratique. Donc, et c'est peut-être aussi quelque chose qui est important dans ces mobilisations et cette contestation. Il n'est pas motivé par les raisons socio-économiques, mais c'est une vraie demande politique. Et surtout par la jeunesse. Tout à fait, par la jeunesse. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire probablement surtout par la jeunesse, parce que justement, on assiste à une mobilisation des couches beaucoup plus larges, au-delà de la jeunesse. Et donc, il y a, oui, on en a parlé récemment, effectivement, des étudiants qui ont manifesté hier, mais ce ne sont pas les étudiants qui étaient à l'origine des manifestations. Et il y a beaucoup de personnes, c'est vraiment des habitants des grandes villes, ou même des petites villes, des personnes qu'on pourrait qualifier peut-être des classes moyennes biélorusses, donc des personnes on va dire entre 18 et 40, 50 ans. Donc il y a beaucoup de gens de cette catégorie d'âge donc, qui se sont mobilisés. Donc la mobilisation, il va largement au-delà de la mobilisation étudiante. Et est-ce que Loukachenko entend ces revendications? Non. Loukachenko est dans un déni total de sa baisse de popularité. Il considère que les personnes qui manifestent, c'est des voyous qui cherchent à renverser son régime parce que en arrière-plan, ils sont manipulés par les forces étrangères. Donc, il attribue surtout des idées de déstabilisation du pays aux manifestants. Il les accuse de vouloir partager le pays, de le dépecer entre les différentes puissances étrangères. Donc on est dans la résurgence d'un discours assez paradoxal et assez absurde, donc d'une menace extérieure, mais il n'a pas véritablement l'intention de négocier. En revanche, il a changé la stratégie, donc après la répression des premiers jours après les élections. Maintenant, il propose l'organisation d'un référendum pour modifier la Constitution, mais on se doute que l'inspiration vient surtout de la Russie, où il y a eu un référendum pour la nouvelle Constitution russe très récemment, et dans ce cas-là, il s'agirait d'une forme d'esquive, car l'opposition ne sera pas associée à ces réformes, et ces réformes ne vont pas changer radicalement la nature de régime. Ça va être vraiment les réformes très superficielles qui permettront à Loukachenko de continuer à rester au pouvoir. C'est la stratégie classique, on gagne du temps. Oui, c'est tout à fait ça. On gagne du temps, on gagne du temps surtout en attendant que la mobilisation s'essouffle. Donc c'est sur ça que mise Loukachenko essentiellement. C'est qu'avec l'arrivée de l'automne, avec l'arrivée probablement aussi des difficultés économiques plus importantes, cette mobilisation va s'essouffler. Il profère également pas mal de menaces contre les personnes qui vont se mobiliser en les menaçant de licencier par exemple, ou justement arrêter un petit peu ceux qui se retrouvent à la tête de mobilisation. Donc il y a vraiment de son côté cette stratégie misée sur l'essoufflement de la mobilisation. Est-ce qu'on constate, alors vous nous avez un petit peu parlé, il y a des ministres qui ont démissionné, mais est-ce qu'on constate des failles au sein du pouvoir, que ce soit du côté de l'armée ou de la police par exemple, qui commenceraient à se rallier aux manifestants ou pas du tout? Non, il n'y a pas eu de démission important. Il y a eu, surtout dans les médias, on voyait parfois diffuser quelques interviews avec les personnes mais qui n'occupent pas des postes stratégiques, des postes importants.
Donc c'était vraiment les cas plutôt isolés. En revanche, l'opposition espérait qu'il y aura une forme de démission massive au sein de l'appareil de l'État, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas actuellement. L'appareil de l'État reste soudé derrière Loukachenko quand même, globalement. Quel rôle peut jouer l'Europe dans cette crise ? Donc la position des dirigeants européens est très compliquée. Très compliquée. Pourquoi ? Parce que il est difficile d'intervenir directement dans cette crise. Et il y a la peur surtout de provoquer une situation comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, où l'opposition entre la Russie et les pays européens s'est soldée par une crise majeure, crise géopolitique majeure. Donc il y a beaucoup plus de prudence par rapport à la Biélorussie. Donc ce qu'on a vu pour l'instant, c'est les sanctions, donc où en fait la promesse d'adopter les sanctions. Il y a juste quelques pays qui ont effectivement déjà adopté ces sanctions d'interdiction donc d'entrer sur leur territoire, notamment les pays baltes. Mais on se doute que ce type de sanctions a une portée surtout symbolique. Donc il y a en revanche une action qui est très importante, c'est l'action de ne pas reconnaître les résultats des élections. Il y a également la proposition de la médiation, rejetée bien entendu par le régime, pour essayer de négocier la sortie de cette crise en Biélorussie. Après, il y aura d'autres probablement moyens de pression indirects, dans le sens où l'Union européenne ne va plus soutenir certains projets de coopération qui existaient jusqu'à présent avec la Biélorussie, et surtout les dirigeants biélorusses ne pourront plus avoir des financements, obtenir des financements de la part de l'Union européenne et des différents organismes internationaux, comme par exemple le FMI, le Banque mondiale. Donc c'est dans ce sens-là où l'Europe pourra agir à travers les différents instruments, les différents outils. On sait que Vladimir Poutine et Loukachenko ne s'apprécient guère, mais quel est le rôle de la Russie dans cette crise ? Il faut souligner que la Russie a resté également assez prudente dans cette crise-là. Il y a le soutien de la Russie a été apporté, et jusqu'à présent il est apporté surtout de manière rhétorique, donc surtout les promesses d'aider Loukachenko s'il demande, donc du point de vue sécuritaire, d'envoyer peut-être quelques forces spéciales, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu d'action. Il y a la promesse également de permettre à la Biélorussie de ne pas verser une partie de ce qu'elle doit à la Russie dans le cadre de différentes dettes, car la Biélorussie est un pays très endetté et la plupart de la dette vient de la Russie. Donc pour l'instant, ce soutien, il reste quand même relativement prudent. Il est dans les paroles, mais on se doute que Vladimir Poutine ne souhaite pas non plus de s'impliquer d'une manière trop active dans cette crise pour justement éviter de rentrer en confrontation avec les pays européens, pour éviter ce qui s'est passé après la crise ukrainienne, où il y a eu des sanctions qui étaient décrétées à l'encontre de la Russie, qui ne sont toujours pas levées d'ailleurs. Donc, et ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de Vladimir Poutine d'intervenir de manière directe dans cette crise. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de profiter en quelque sorte de cette situation, parce que Loukachenko, du moment où il n'a plus d'autres possibilités de négociation, notamment pour le soutien économique, il va devenir de plus en plus dépendant de la Russie. Donc déjà, il faut savoir que la dépendance économique est très grande, mais que ces dernières années, Loukachenko a essayé de diversifier un petit peu les partenariats extérieurs de la Biélorussie, et là, il se retrouve de nouveau en quelque sorte à la case de départ, comme c'était le cas avant 2014-2015, où il est lourdement dépendant de la Russie sur le plan militaire, stratégique, sur le plan économique et sur le plan politique. La Chine et les États-Unis n'interviennent pas dans cette crise, en particulier je pense à la Chine. La Chine, oui, effectivement, le premier président qui a félicité Loukachenko avec la réélection était donc le chef du gouvernement chinois. La Chine a, par le passé, a accordé quelques prêts à la Biélorussie, mais sont les prêts conditionnés. Et finalement, la Chine, de toute façon, il ne s'impliquera pas de manière très active. La Biélorussie vient très loin des priorités stratégiques de la Chine, donc il ne va pas intervenir de manière active
de toute façon dans cette crise-là. Et de même manière, pour les États-Unis, la Biélorussie n'est pas vraiment un défi intéressant en stratégie, que les États-Unis sont absorbés actuellement dans la gestion de leurs propres problèmes. Donc finalement, leur intervention va se limiter pour les États-Unis, effectivement, à quelques déclarations rhétoriques sur la non-reconnaissance du régime de Loukachenko, mais on peut difficilement imaginer les actions plus importantes. Comment voyez-vous l'avenir de la Biélorussie et comment sortir de cette crise d'après vous ? L'avenir de la Biélorussie, je pense qu'à moyen ou à long terme, la situation va de toute façon évoluer vers le départ de Loukachenko, vers le changement du régime. C'est quelque chose qui est inévitable. En revanche, aujourd'hui, il est très difficile de faire un pronostic sur le délai de cette transition. Parce que Loukachenko a encore quelques ressources, il va essayer de les utiliser un maximum pour rester au pouvoir. Et ça va être un véritable bras de fer entre une partie de la société qui souhaite les changements et le régime en place qui souhaite à tout prix surtout éviter ce type de changement. Donc cette transition va être longue, mais en tout cas j'espère qu'elle va se faire parce que au vu l'ampleur de ces mobilisations auxquelles on assiste depuis le mois d'août, il montre surtout les changements profonds qui sont déroulés au sein de la société biélorusse. Donc aujourd'hui, il y a quand même une grande partie de cette société qui souhaite avoir les institutions politiques qui fonctionnent de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus verte, beaucoup plus démocratique. Et cette demande, elle n'y risque pas de disparaître. Donc elle va s'amplifier avec les années et on voit difficilement sur le long terme comment un régime autoritaire pourrait persister. En tout cas, le maintien de ce régime autoritaire nécessitera une répression démesurée pour rester en place. Et aujourd'hui, je pense qu'au cœur de l'Europe, on peut difficilement imaginer ce genre de répression. Après, il y a des scénarios qui sont évoqués un petit peu à l'image des scénarios vénézuéliens où depuis quelques années, on assiste à une forme de stagnation où la situation n'évolue pas, donc c'est aussi un scénario possible. Il était très difficile de se prononcer, mais il y a quand même beaucoup plus de chances que la situation évolue à terme vers un changement. Merci Olga Gilbelova d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter le programme de la Radio pour la paix internationale et merci de votre écoute. Pour toute question ou suggestion concernant l'émission, vous pouvez nous joindre à l'adresse mail contact@rfpi.eu. Pour nous envoyer vos rapports d'écoute, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qsl@rfpi.eu. Nous vous souhaitons une belle soirée et une belle semaine.